Bonjour à tous, bienvenue dans le Media Center des services à la personne et de l'emploi à domicile, en partenariat avec la CNAV. Des interviews à suivre sur notre site salon-service au pluriel-personne.com. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir en visioconférence, bien sûr, Nicolas Urtiger, président et cofondateur du groupe Zephyr. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, Quesaco, le groupe Zephyr, c'est beaucoup de marques en fait. Oui, tout à fait. Donc, j'ai cofondé le groupe Zephyr avec Rim Belcora et le but, c'est d'offrir une offre globale au public fragile dans leur prise en charge à domicile. Donc, on a 4 enseignes aujourd'hui qu'on développe au travers notre groupe. L'enseigne la plus développée est en Senior Company, qui fait de l'aide à domicile non médicalisée. Donc, ce sont des prestations faites par des auxiliaires de vie avec la volonté de vraiment lutter contre l'isolement social des personnes dépendantes. Donc, c'est la vocation première de Senior Company. On cible à la fois les personnes âgées, mais aussi les handicapés. On a également Freedom, qui est très développé, qui est une activité de confort à domicile, qui fait à la fois de la prévention de la perte d'autonomie pour essayer de repousser au maximum vraiment l'avancée en dépendance, mais qui développe aussi des activités de ménage-repassage à domicile auprès de publics actifs. Et puis ensuite, on a 2 autres activités plus médicalisées. Une activité de SAD, c'est de l'assistance médico-technique à domicile, développée sous l'enseigne Synergie Med. On fait de la perfusion, de la nutrition, de l'insulinothérapie à domicile avec des infirmiers, des diététiciens. On travaille beaucoup sur des sorties d'hospitalisation. Et donc, on a été très mobilisés, évidemment, cette année. Et on a Libelia qui fait du transport VSL, conventionné avec la CEPAM et qui travaille beaucoup avec les centres d'accueil de jour, qui prend en charge dans un cadre vraiment protocolisé des publics très fragiles, atteints notamment de troubles neurodégénératifs, que ce soit des déments, des Alzheimer ou des Parkinson. D'accord, donc en fait, Voilà. à travers le groupe, vous avez l'intégralité en fait, des services offerts. Tout à fait. Alors, pas encore l'intégralité. On poursuit notre logique de diversification. On met en place aussi des partenariats pour les services qui ne sont pas directement intégrés aujourd'hui au sein du groupe. Mais le but, c'est vraiment d'être sur un schéma de super coordonnateur de l'offre à domicile. C'est-à-dire qu'on a été confrontés, nous, aux problématiques des familles, des personnes prises en charge, de leur entourage personnel, qui étaient un peu perdus dans tout ce maquis de ce qui pouvait se faire en termes de soins infirmiers, d'aide à domicile, d'aménagement de domicile. Il y a foison et pléthore d'offres. La législation est un peu complexe. Les modalités de financement, de remboursement aussi sont pas simples. Donc, le but, c'est vraiment, à l'instar de ce qui peut se faire dans d'autres pays à l'étranger, du care manager, c'est voilà, le chef d'orchestre qui va apporter une offre un peu globale et complète, donc soit via les enseignes du groupe, soit via de la mise en relation. Il n'y a que le système de la franchise qui puisse permettre ce genre de groupe. On a l'impression que c'est un modèle vertueux dans le monde des services à la personne. Non, les modèles en franchise, mais aussi en succursale, sont tous les deux possibles. La franchise a plusieurs avantages, a aussi des limites. Chaque modèle a ses avantages et ses limites. L'avantage de la franchise, c'est que ça permet d'essaimer très rapidement et de mailler en fait le territoire national plus rapidement. Et puis les franchisés étant des chefs d'entreprise, ça crée à chaque fois des dynamiques locales. Donc, comme on est face à des activités qui sont très locales, avec des écosystèmes vraiment propres à chaque territoire, avoir, l'entrepreneur local qui incarne et qui porte un petit peu le projet, c'est intéressant. Maintenant, les filiales succursales sont aussi intéressantes dans le sens où ça peut peut-être améliorer un peu la coordination. Et puis alors, l'avantage des filiales, d'avoir les deux, comme c'est notre cas, c'est que on maîtrise les problématiques des franchisés et voire même, en ce qui nous concerne, les problématiques de nos franchisés sont décuplées. Sur à peu près 160 implantations dans le groupe Zephyr, recouvrant les 4 enseignes, on en a une trentaine en propre et 130 en franchise. Donc,
tout ce que vivent nos franchisés, nous, on le vit x30. D'ailleurs, certains franchisés multi-agences sont très preneurs de nos outils de management, de suivi à distance, de contrôle à distance de nos activités. Il y a beaucoup de personnes qui voudraient se lancer dans le service à la personne, justement, soit en tant qu'indépendant, soit en tant que franchisé, pourquoi pas. Quel conseil vous donneriez? Est-ce qu'il vaut mieux devenir un franchisé? Vous allez nous dire comment on peut devenir franchisé chez vous, ou être indépendant, c'est plus de souplesse, on est son propre boss finalement. C'est une bonne question. Alors, je n'ai que des bonnes questions. Ah, tant mieux. C'est bien, vous avez raison. Disons que ce qu'on indique, nous, à chaque candidat franchisé, c'est une chose d'être individualiste et c'est une autre chose d'être indépendant. Donc, si on veut aucune contrainte de groupe, on veut pas appartenir à une communauté, on accorde peu d'importance, je dirais, au collectif. Autant monter son projet dans son coin. En revanche, si on veut vraiment s'inscrire dans un esprit d'équipe, s'inscrire dans un projet de groupe global, si on veut bénéficier de l'expérience du franchiseur, mais aussi de l'expérience de ses pairs, d'autres franchisés, et apporter son expérience et vraiment intégrer une communauté animée par les mêmes valeurs et les mêmes ambitions, en fait, autant rejoindre un réseau de franchise parce que en indépendant, on va tourner en rond, on va perdre du temps, on va faire des erreurs que d'autres ont déjà commises et nous éviteraient de faire. Et puis alors, après, il y a un autre sujet qui est trivial, c'est que toutes nos activités sont quand même extrêmement réglementées. Toutes nos activités relèvent de marchés qui sont en train de se consolider. Donc, se lancer aujourd'hui, c'est peut-être pas le cas sur d'autres secteurs d'activité, mais en tout cas sur le sanitaire ou le médico-social, se lancer aujourd'hui seul, sans l'appui d'un réseau, c'est mission impossible. Ou alors, sinon, il faut lever des millions et des millions. Voilà, mais il n'y a plus de nouvel entrant qui arrive sur le marché un petit peu la fleur au fusil. Avec des ressources un petit peu limitées. Ce que j'ai fait moi il y a 13 ans avec Senior Company, en commençant avec différents emprunts bancaires, aujourd'hui ce ne serait pas réalisable. Oui, je comprends tout à fait. Il y a un profil type, alors du coup, j'imagine, du franchisé chez vous, ça doit être un cadre, peut-être un créateur d'entreprise qui n'oserait pas, qui n'aurait pas encore osé. Alors, il n'y a pas de profil type en termes de diplôme ou d'expérience. En revanche, le dénominateur commun, c'est nos valeurs, l'adhésion à notre culture, ce qu'on va rechercher, et c'est pas évident à identifier, à analyser, mais ce qu'on va rechercher, ça va être la bienveillance envers les plus fragiles, le sens du service, l'esprit d'entraide, l'esprit de solidarité, les qualités humaines, l'intelligence émotionnelle. C'est surtout ça qui nous importe, quel que soit l'âge ou le background ou le parcours. Et donc, on a des profils de franchisés qui sont très, très variés, très diversifiés. On a des personnes qui ont paye quasiment pas de diplôme. On a une personne qui a fait Polytechnique. On a des jeunes de 25 ans. On a des personnes de 55 ans. On a des personnes qui ont exercé des fonctions de cadre sub dans des grands groupes avec des niveaux de salaire à 6 chiffres. On a d'autres personnes qui avaient des postes beaucoup moins bien payés. On a des anciens de l'éducation nationale. Donc, c'est extrêmement varié. On va plus se baser vraiment sur les qualités humaines parce que c'est-à-dire que ce n'était pas forcément le cas quand on démarrait et qu'on commençait à se développer en franchise il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, on a les outils de formation, de transfert de savoir-faire et d'accompagnement qui vont apporter, en fait, je dirais, les aspects techniques et process et savoir-faire. Donc, dès lors qu'on a les qualités relationnelles humaines, ça va forcément marcher puisque le reste, on s'en occupe. D'accord, je comprends. Il faut quel type d'apport financier pour devenir franchisé?
Alors que ce soit pour Senior Company, Freedom ou Synergy Med, Libelia n'étant pas ouvert à la franchise, donc les 3 enseignes qu'on développe en franchise, il faut systématiquement 20-25 000 euros d'apport personnel, complète ensuite par un emprunt bancaire d'environ le double de ce montant, d'à peu près 50 000. Voilà, c'est à peu près les conditions d'entrée en termes de financement. Et pour les profils qui n'auraient pas les 20-25 000 euros d'apport personnel, on propose un modèle de franchise participative. Alors, il faut quand même 10 000 minimum, mais dans ce cas-là, on entre au capital du franchisé, on cofinance le projet avec le franchisé, et le franchisé a une option de rachat des titres du franchiseur exerçable à moyen long terme. C'est très malin. Chiffre d'affaires moyen, on peut en parler d'un franchisé, première année, deuxième, troisième? Oui, tout à fait. Alors, globalement, les franchisés font 100 000 en année 1, 250 en année 2, 450 en année 3. Et puis après, ils montent progressivement jusqu'à quasiment 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais voilà, les 3 premières années, ils arrivent tous quasiment à 500 000. Et après, les 2-3 années qui suivent, ça monte jusqu'à 600, 800, 1 million. Voire même plus. On en a qui dépassent le million, notamment des franchisés multi-agences. Donc c'est très, très attractif. Comme l'apport personnel requis pour ouvrir une unité est abordable pour beaucoup de cadres sup, c'est pas neutre, mais c'est abordable. Bien sûr. Certains ouvrent une première agence et puis après peuvent en financer une deuxième. Ouais, c'est très malin. Donc c'est remboursable en même pas 5 ans, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Combien de salariés en moyenne, pareil, par agence? Alors, globalement, les agences procèdent à peu près 10 recrutements nets par an. Donc 30 au bout de 3 ans et puis 50 à peu près au bout de 5 ans environ. Ouais, ça devient des jolies PME chaque fois. C'est pas mal. La période du Covid. Oui. Pardon, la période du Covid a été importante, j'imagine, à la fois, comme tout le monde, on l'a prise de plein fouet, mais est-ce que ça vous a apporté un surplus de mise en lumière? Parce que souvent, on s'est rendu compte que les services à la personne, ça a une importance. Oui. Alors, c'est triste qu'on ait été obligé de passer par une crise de telle ampleur pour mettre en lumière, comme vous le dites si bien, nos métiers. Mais c'est un petit peu ce qui s'est passé, et encore plus pour les profils auxiliaires de vie et de domicile et infirmiers à domicile. Ce sont des métiers qui ont été extrêmement valorisés durant toute cette année. Il y a une très forte mobilisation et nos collaborateurs et collaboratrices ont vraiment pris à cœur leur rôle social et ce rôle de digue qui a permis d'empêcher un afflux encore plus massif de patients à l'hôpital. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu une communication un peu cacophonique des pouvoirs publics sur les primes, les revalorisations salariales, encore à date, les primes Covid versées par les départements pour les auxiliaires de vie n'ont pas toutes été versées. Donc autant ça a été, on a pu mobiliser les équipes très naturellement lors de la première vague, autant la deuxième vague, ça a été un petit peu plus compliqué puisqu'il y a eu un sentiment côté salarié d'avoir un peu désabusé. Oui, chat échaudé. C'est ça. Maintenant, on reste positif. Cette crise ouvre aussi la perspective à de nouveaux financements pour nos activités. Il y a une 5e branche qui vient d'être créée, la sécurité sociale. Les débats parlementaires sur le LAROC de l'autonomie et le financement de la perte d'autonomie et de la dépendance ont été relancés, alors qu'il y a 1 an, c'était plutôt la réforme des retraites qui prenait le pas sur le financement de la dépendance. Donc, ça crée aussi beaucoup d'opportunités. Et comme je l'exprimais à la table ronde lors du salon des services à la personne, on a eu une accessibilité, une disponibilité accrue de l'ensemble des ministères, cabinets ministériels, députés, parlementaires, sénateurs. Enfin, depuis 6 mois, j'ai un nombre de calls et de Zoom et de visio avec tout un tas de décideurs politiques
qui n'était pas si facilement accessible que ça avant la crise. Ouais. Après, il faut que ça bouge. Ça, c'est la dernière étape. On est d'accord. On peut imaginer un développement, évidemment, encore en France pour le groupe Zephyr, mais on imagine à l'étranger également, un jour? Oui, tout à fait. Alors, à titre personnel, moi je suis franco-américain, mon associée est franco-marocaine, donc je dirais, naturellement Ouais. on regarde ce qui se passe à l'étranger, et puis ensuite, pour des raisons assez évidentes, c'est que les problématiques démographiques qu'on connaît en France, elles sont communes Bien sûr. à tous les pays développés. Donc, l'ambition, c'est de commencer par s'exporter en Europe. Donc, on regarde le Benelux, la Suisse et l'Allemagne. Ce sont des pays qui nous semblent relativement propices et qu'on regarde de très près. Jusqu'à présent, on s'est focalisé sur la France parce que et on reste un petit peu focalisé sur la France parce que y a fort à faire sur ce pays dont on connaît mieux un petit peu l'écosystème. Mais oui, tôt ou tard, on ira à l'étranger. Dernière question, justement, puisque vous parliez des États-Unis, on est placé comment en France par rapport aux États-Unis sur le grand âge, sur le service à la personne? Alors, je suis pas un expert du marché américain, mais pour avoir effectivement analysé des confrères, notamment des services à la personne, hein, plus que du transport ou du PSAD américain, j'ai le sentiment que finalement, mis à part la taille des réseaux et des structures, les enjeux, les problématiques sont... Et puis également, évidemment, les modes de financement et de solution de la demande. Ouais, ça, oui. Mais sinon, les problématiques, je dirais, opérationnelles, commerciales et RH sont communes, sont un peu les mêmes. Mais la taille aide beaucoup, puisque si vous voulez, les leaders américains, globalement, sont 5 fois plus gros sur leur marché américain que les leaders français. Mais parce que le marché américain est 5 fois plus gros. Donc il y a une certaine logique, c'est-à-dire que les plus gros français vont avoir 150, 200, 300 agences, alors que aux États-Unis ils sont pas loin des 1000. Et donc ça offre plus de moyens aux fonctions sièges, support, back-office, des capacités d'investissement. Et eux ont été à l'international plus tôt aussi que nous, Français. Maintenant, d'un point de vue de la gestion RH, il y a les mêmes problématiques de recrutement, fidélisation. Enfin, là-dessus, il n'y a pas de grosse différence. En revanche, sur la partie aide à domicile, le financement d'appart privé est naturellement beaucoup plus élevé. Alors qu'en France, on est très dépendant des financements publics. Et on le voit avec la loi grand âge qui tarde et qui tarde. Effectivement. Merci beaucoup, Nicolas Urtiger. Fin de cette émission, édition 2020. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personne.com. On se retrouve donc dans un instant avec un nouvel invité.